peut le comprendre. Il y a plusieurs choses. C'est d'une part, il joue la concertation parce qu'on est assisté à un changement de régime avec les dernières élections législatives, mais surtout, en fait, c'est parce que son projet de loi immigration était insuffisant et qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient que son projet de loi d'immigration ne permettait pas de répondre au véritable enjeu sur comment on fait pour stopper les flux migratoires et pour que la France choisisse davantage l'immigration qu'elle la subisse. Quand il évoque et il dit qu'il y a un lien entre l'immigration et la sécurité, effectivement, il a raison parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais est-ce que ces différentes mesures permettent en fait de répondre à ces enjeux-là ? Sur le papier, il affiche des bonnes intentions et on peut toujours se féliciter quand les politiques affichent une volonté politique de résoudre un problème. Seulement, il faut lier la parole avec les actes. Et sur ça, il y a différentes problématiques. C'est parce que Gérald Darmanin ne doit pas être tout seul en fait pour régler le problème migratoire. Il y a une question qui est affichée par le ministère de l'Intérieur. Il y a une question aussi qui est un arsenal législatif dans la mesure où la France est victime d'un carcan législatif qui l'empêche d'agir. C'est-à-dire, est-ce que Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, contestera et suspendra certaines parties de la Convention européenne des droits de l'homme en disant que certaines parties ne permettent pas d'agir efficacement ? Et enfin, sur la troisième partie, qui est l'action diplomatique, est-ce que Gérald Darmanin agira de concert avec le Quai d'Orsay pour négocier avec notamment les pays du Maghreb et certains pays d'Afrique et certains pays du Moyen-Orient le retour en fait effectif ? Parce qu'en fait, la France peut afficher une volonté d'expulsion, mais si le pays en face ne veut pas les accueillir, et ben en fait, c'est des OQTF qui servent à rien. Donc je pense que c'est le dernier volet qui est d'autant plus important, mais ça suppose non seulement une volonté politique très forte, mais une solidarité gouvernementale, un objectif qui est très clair. Est-ce que la France d'Emmanuel Macron osera négocier avec l'Algérie en disant on revient sur les accords d'Évian ? Est-ce que la France d'Emmanuel Macron ira voir le Maroc en disant on revient sur les accords passés après la décolonisation ? Et de la même façon avec la Tunisie ? Et surtout, est-ce qu'on viendra sur certains accords bilatéraux ? S'ils font ça, je pense que le plan de Darmanin a une chance de fonctionner. Geoffroy Antoine, comprendre ? Oui, tout à fait. Mais après, c'est important de mettre des priorités en France. Parce que souvent, on dit tout est prioritaire, il faut à la fois régler les problèmes de climat, d'énergie, et tout ça de façon assez contradictoire et de façon pas assez paradoxale. Je pense que quand un ministre d'Intérieur veut agir sur la question, il faut mettre des priorités, notamment parce qu'en fait, on repose sur un triple carcan qui est difficile à remettre en cause, vu que ça fait 40 ans qu'on l'a en place. C'est une bonne intention de le faire. Ensuite, après, c'est concrètement, c'est pour ça que je posais la question de comment on fait concrètement. Nous, on a travaillé sur un sujet, sur comment faire pour reprendre le contrôle de la politique migratoire. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, on a, donc parfaitement d'accord avec vous, c'est qu'on a un problème d'entrée de flux. En fait, il faut savoir quelle est la doctrine que vous voulez mettre en place. Moi, je pense que la politique migratoire française doit reposer sur deux intérêts. Est-ce que la personne répond à un intérêt national ? C'est-à-dire, est-ce qu'il répond à un métier sous tension ? Est-ce qu'il, par exemple, il est chercheur et qu'il nous manque de chercheurs ? Est-ce qu'il est sportif de haut niveau et qu'il a besoin d'un sportif de haut niveau, etc. Et deuxième point, c'est est-ce qu'il est assimilable à la culture française ? Une fois qu'il répond à ces deux conditions, la personne étrangère peut déposer une demande soit dans une ambassade, soit dans un consulat, si le pays est dit sûr. Si par cas le pays est en guerre, évidemment, il peut venir, parce qu'évidemment, la France est une terre d'asile et une terre d'accueil, mais si par cas le pays est dit sûr, il faut qu'il dépose une demande dans l'ambassade et dans le consulat. Ensuite, on arrive au deuxième levier là, on a limité le nombre de flux qui arrivent sur le territoire. Ensuite, maintenant, comment on fait pour expulser les personnes ? Vous avez un paradoxe français où c'est assez compliqué. Ça veut dire que quand Gérald Darmanin ou quand un préfet veut expulser un délinquant étranger ou un délinquant tout court qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire français, le délinquant peut déposer un recours. Et cette demande de recours est soutenue par des associations, donc par des associations payées par la France qui déposent des recours contre la France, contre le fait que la France expulse quelqu'un. Donc qui peuvent durer des années. Gérald Darmanin le souligne également. Si par cas on n'agit pas dessus, Gérald Darmanin perd des leviers. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Gérald Darmanin affichait de bonnes intentions, mais maintenant il faut qu'il propose un plan complet. D'abord, cette première étape d'expulser les délinquants étrangers, et ensuite après d'annihiler tout le carcan pour permettre à la France de reprendre la maîtrise de son destin. Yves. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait 9% qui disent non. Donc, je suis quand même étonné par ces 9%, mais malgré tout, je suis satisfait qu'il y en ait 91, et je suis satisfait aussi que Gérald Darmanin ait pris la mesure de la situation, même si on a quelques années de retard, dans la mesure où on se souvient de ce qui s'est passé dans les attentats de 2012 à 2015. Ce qu'on assiste, c'est qu'on assiste à un choc de civilisation. C'est-à-dire que notre modèle de vie, la démocratie libérale et la civilisation française est concurrencée de l'intérieur. On abordera, je pense, ce sujet sur la question des territoires perdus de la République. Mais en fait, le modèle français est attaqué de l'intérieur dans la mesure où il est contesté par différentes personnes. Et c'est le devoir de la France de pouvoir protéger son modèle et de protéger les enfants de la République par rapport à toutes les personnes qui tiendraient ce type de discours. Parce que vous avez des imams. Et ce qui s'était passé lors des attentats du 13 novembre 2015, c'est qu'en fait, François Hollande, le lendemain et le week-end des attentats du 13 novembre 2015, avait réussi à faire des contrôles administratifs, à expulser une grande partie des imams, seulement on n'avait pas réussi à aller beaucoup plus loin. Ce qu'on est victime, voilà, c'est ce qui peut étonner aussi les Français. On a tous en tête ces attentats et de se dire pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps
pour que ça puisse être effectif? Justement, la question, c'est est-ce qu'on mène une politique qui est cohérente? Pour mener une politique cohérente, il faut savoir nommer l'ennemi. La France est victime et sous la menace d'un totalitarisme islamique. Et pour ça, il faut agir sous une menace qui est extérieure et une menace qui est intérieure. Se dire qu'il faut être très clair avec les pays du Golfe et les pays du Maghreb. Nous passerons des accords avec vous, un accord de co-développement, mais seulement c'est non pour les imams qui prêchent et qui tiennent des discours anti-France. Et si par cas vous tenez et vous récupérez pas les imams qui tiennent des discours anti-France, on peut rompre ou prendre des sanctions diplomatiques et unilatérales contre vous. Donc ça va être le cas normalement Emmanuel Macron a dû l'aborder avec Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, même s'il s'est un peu calmé par rapport à son père. C'est notamment le cas du Qatar, c'est le cas également de l'Algérie, c'est le cas de la Tunisie et en partie du Maroc. Mais en tout cas, même si les avancées sont prêtes. Ensuite, après, sur le chemin intérieur, il faut savoir nommer l'ennemi. Ça veut dire que normalement, il y a une disposition dans le Code civil qui permet, face à ces personnes-là, de prendre des mesures pour déchoir de la nationalité et déclarer comme des ennemis de la République et donc de les expulser automatiquement. Et une fois qu'on met ça en place, on désigne l'ennemi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on leur dit, on tient une politique qui est très claire dans la mesure où on renvoie. Et qu'ensuite, on tient un discours qui est très clair à l'intérieur. Vous avez un discours cohérent qui permet de lutter contre le totalitarisme islamique. Yves Bourdillon, c'est ça en tout cas? Vis-à-vis de la communauté musulmane, je pense que la plupart respectent les règles et veulent respecter les règles. Seulement, ce qui se passe, et c'est pour ça que je parlais de la question de la politique extérieure, c'est que vous avez des pays étrangers qui financent beaucoup de mosquées en France. Notamment, il y a beaucoup de mosquées qui sont financées. Donc, est-ce que les imams peuvent tenir ont une liberté de parole? Ils ont certes une liberté de parole, mais en tout cas, ils ont une contrainte financière, en tout cas vis-à-vis de certains pays. Et est-ce qu'ils peuvent notamment soutenir le ministre de l'Intérieur lorsqu'il annonce cette expulsion, ou est-ce qu'ils doivent soit se taire, soit soutenir l'imam expulsé dans cette mesure-là? C'est pour ça que je parlais d'avoir une politique diplomatique extérieure dans la mesure où il faut fermer des flux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut toujours permettre qu'un pays étranger puisse financer une mosquée en France dans la mesure où elle aura une mainmise et en tout cas une influence sur une partie de la population française? On se rappelle notamment des montées en tension entre le président Emmanuel Macron et Erdogan. Et Erdogan notamment avait des influences en France qui permettaient de le soutenir contre le propre président de la République française. Vous avez des personnes notamment qui ont défilé à Lyon, etc. Et donc c'est pour ça que je parle de politique qui est cohérente. Si par cas vous voulez lutter contre l'islam le plus radical, il faut à la fois lutter contre l'intérieur, donc ça veut dire vérifier le contrôle des financements. Est-ce qu'il faut supprimer certaines associations comme l'a fait Gérald Darmanin, et en tout cas le contrôle, opérer un contrôle administratif sur est-ce que les associations musulmanes respectent les critères de la République, et surtout, au-delà de la question de la critère de la République, c'est est-ce qu'ils veulent attaquer la France ou pas? Je pense que c'est ça le sujet, c'est est-ce qu'ils attaquent la France ou pas? Plutôt, évidemment, vous avez raison, on a le droit d'attaquer la République, en tout cas comme citoyen, on a le droit de contester les règles républicaines. Par contre, on doit les respecter à minima, et surtout on peut pas attaquer la France, en tout cas encourager des violences contre la France. Ensuite, après, sur la question de la diplomatie extérieure, il faut être clair avec les autres pays. Si par cas vous voulez vous ingérer sur le territoire français, vous ferez face à la colère et à la diplomatie française et aux sanctions françaises. Tant qu'on ne mettra pas la question des sanctions économiques, diplomatiques contre ces pays-là, ils laisseront passer. Ce sont les deux partis extrême droite, extrême gauche? C'est que la France insoumise, sous couvert d'antisionisme, en fait, tient de plus en plus un discours antisémite pour devenir le héros de l'islamo-gauchisme à des fins électorales. Il y a toujours eu un antisémitisme. En fait, quand on prend les temps de l'antisémitisme, il y a toujours différents temps. Il y a un antisémitisme d'extrême droite qu'on a connu avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un antisémitisme de l'islam politique et l'islam radical, notamment qui avait été décrit par Georges Bensoussan dans les territoires perdus de la République, qui ont conduit les Juifs à quitter certains territoires comme la Seine-Saint-Denis. Et puis enfin, il y a l'antisémitisme d'extrême gauche. Ce qu'on oublie souvent, c'est que cet antisémitisme d'extrême gauche ne date pas uniquement, n'est pas récent, uniquement à des fins électorales, pour en fait séduire les quartiers en vue à des fins électorales. Notamment lorsque vous prenez les discours avec l'émergence en fait de la révolution industrielle et des discours de Marx, c'est que le juif était assimilé à l'argent. Et donc vous aviez une grande partie de la gauche et de l'extrême gauche qui notamment tenait un discours antisémite. Et là maintenant, ils le font le plus habilement avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en fait ils le font sous couvert d'antisionisme. En fait, ils essayent d'assimiler par le discours d'apartheid ce qui s'est passé en Afrique du Sud à l'État d'Israël. Seulement quand on compare les deux situations ne sont en rien comparables. Effectivement, est-ce que Israël mène une politique agressive à l'égard de la Palestine? Évidemment, mais en même temps, c'est dans des territoires qui sont en guerre. Donc il n'y a pas de pays en fait qui mènent pas de politique agressive dans un pays qui est en guerre l'un contre l'autre. Et ensuite, la difficulté qu'on a avec la France insoumise, c'est qu'en fait, à cette fin de séduire les votes des quartiers, en fait, pour remplacer l'électorat populaire qu'ils ont perdu justement au Rassemblement national, ils essaient de remplacer l'électorat populaire qu'ils ont perdu, donc ouvrier, par
protectorat des quartiers. Et donc, du coup, ils sont obligés d'importer en France la guerre israélo-palestinienne. Mais quel est le rapport, en fait, et quel est l'enjeu de la France par rapport à la guerre israélo-palestinienne? Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils attisent les haines et ils font un discours entièrement démagogique. Il y a la question israélo-palestinienne, il y a la question aussi, quand Jean-Luc Mélenchon parlait de racisme systémique d'État, en fait, il insinue que l'État français est raciste. Et quand il dit que la police tue, en fait, il alimente la défiance des jeunes de quartier à l'égard de la France et à l'égard de la République. Et donc, en ça, on peut de plus en plus se poser la question si la France insoumise reste un parti républicain ou s'il se situe désormais comme un parti extrême. En tout cas, aujourd'hui, William Tay. Oui, on est dans des territoires qui sont des territoires perdus de la République, où vous avez un modèle alternatif de montée sociale. Ça veut dire que les personnes doivent devenir guetteurs, ensuite après montent à travers le trafic de drogue, et c'est un système qui est mis en place alternatif à celui du modèle républicain. Parce que si c'était uniquement la question des policiers, la question du contrôle de territoire, ils attaqueraient uniquement des policiers. Pourquoi est-ce que vous avez des pompiers qui sont attaqués, des agents de poste, ou même tout fonctionnaire public, comme des élus, etc., qui sont attaqués? Donc je pense que c'est vraiment un combat qui est territoire perdu de la République contre la France et contre l'État français. Et la question essentielle que nous, on doit se poser pour maintenir les principes républicains qui sont liberté, égalité et fraternité, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle de ces territoires. Pour reprendre le contrôle de ces territoires, il faut revenir sur le paradigme qu'on a eu en place depuis l'affaire Malik Oussekine en 86 et par rapport aux émeutes de 2005. Il faut que le politique, si Gérald Darmanin veut aller plus loin que ce qu'il a déjà fait sur la question migratoire, il faut qu'il enclenche comment la reconquête de ces territoires perdus. D'une part, ça repose sur la question des familles et aux enfants. Souvent, ce sont des familles nombreuses et donc, du coup, les parents n'ont pas le temps de s'occuper des enfants. Donc, c'est la question d'éducation en priorité. Éducation en priorité. Moi, je pense que plutôt que la question des ZEP, il faut créer des internats d'excellence pour éloigner les enfants de ces quartiers-là et les mettre dans des autres territoires afin qu'ils puissent avoir accès à la République et qu'ils puissent voir le modèle méritocratique. Et une fois que vous sortez les enfants de ces quartiers-là, déjà, vous avez un autre sujet. Ensuite, vous avez la question de la sécurité, sur comment on fait et quelle doctrine on met en place pour les forces de l'ordre pour qu'ils puissent aller au contact et qu'ils puissent reprendre le contrôle de ces territoires. Le troisième point, c'est la question financière et la question économique. Il est faux de dire que ces personnes-là n'ont pas d'opportunités économiques. Je prends un exemple précis. La Seine-Saint-Denis fait partie des 20 départements les plus riches de France. Et pourtant, dans d'autres territoires comme dans la Creuse ou dans la Corrèze, vous avez des territoires qui sont beaucoup moins riches et pourtant, vous n'avez pas autant de violence. Donc, ce n'est pas uniquement la question sociale. La question qu'on doit se poser, c'est la question des opportunités. Et une fois qu'on reprend en main la question économique, qu'on reprend en main la question républicaine et méritocratique, qu'on offre une perspective à ces gens-là, alternatif au modèle drogue, délinquance, islam, prison, et ben les gens vont davantage se tourner vers nous et les habitants à l'intérieur de ces territoires vont davantage nous aider à reprendre le contrôle de ces territoires. Yves Bourdillon, un angle, qu'est cette contagion de la délinquance? C'est lié à la question migratoire. C'est lié à la question migratoire d'une part et c'est lié au fait que notre politique de logement n'était pas la bonne avec la loi SRU, pardon. On a concentré les logements sociaux et donc du coup implicitement en fait on a mis les communautés ensemble. Et une fois que vous avez mis des communautés ensemble, les communautés se sont organisés implicitement ou directement pour élever leur niveau de vie, soit de façon légale, soit ce qui se passe là-dedans de façon illégale. Et si vous voulez lutter contre ça, en fait, c'est ce qui a été abordé tout à l'heure, il faut plus avoir peur de la doctrine Malik Oussekine de 86 et la question des émeutes des banlieues de 2005. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le contrôle des territoires, notamment avec une doctrine policière qui soit plus importante. C'est-à-dire qu'il faut que les policiers puissent aller au contact. Mais comment, vous allez me dire, mais comment les policiers peuvent aller au contact? Déjà, il faut avoir un soutien administratif très fort. C'est-à-dire qu'il faut que le ministre de l'Intérieur puisse soutenir les policiers. D'une part, il faut nommer les choses et il faut nommer le problème. Effectivement, le policier a raison en disant que ce ne sont pas des voyous, ce sont des gangs. Et ensuite, après, on ne parle pas de petites violences ou petits actes délictuels, on parle de crimes. Et une fois qu'on a déjà nommé les choses, on est capable d'y répondre plus efficacement. Et ensuite, il faut démolir les ghettos. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur la loi SRU. On reprend les territoires. Ouais. Donc, on encourage partie par partie. Vous n'allez pas reprendre tous les territoires d'un coup. Mais vous prenez parcelle par parcelle. Donc, du coup, territoire par territoire. Et ensuite, après, une fois que vous avez repris les territoires, vous démolissez les ghettos, vous démolissez les tours en démolissant la loi SRU pour reconstruire quelque chose de nouveau et pour mélanger la population. Et les personnes qui sont fautives, vous, soit, s'ils sont étrangers, vous expulsez du territoire national, soit vous les mettez en prison. Et une fois que vous avez fait ça, ça prendra plusieurs années, ça ne se fera pas en 1 an ou dans 2 ans. Ceux qui disent le contraire, qui disent que ça se fait en 6 mois, c'est pas vrai, ça va se prendre 10 ans vraisemblablement. Mais une fois qu'on a affiché une volonté politique et petit à petit, on gagne la guerre des mots, puis ensuite après on soutient administrativement les policiers, on soutient législativement les policiers, on leur donne les moyens d'agir, je pense qu'ils sont en capacité de le faire. Mais le problème qu'ils ont, c'est que si par cas ils y vont, soit sur les guet-apens, soit ils répondent, c'est eux qui vont porter le risque. Ça veut dire qu'ensuite après il y aura des enquêtes sur les policiers, ils vont être mis au banc sur les réseaux sociaux, on va donner leur adresse, l'adresse de leurs enfants, où est-ce que leurs enfants vont aller à l'école. Et donc si vous allez tout ça, est-ce que vous voulez véritablement prendre tous ces risques car vous n'êtes pas soutenu administrativement et pour un salaire qui est très faible? Geoffroy-Antoine, il y a aussi... L'enjeu du réchauffement climatique, c'est qu'effectivement, il y a la cause qui est connue, c'est que ça fait augmenter globalement la
la température sur la planète. Il y a une deuxième cause qu'on souligne moins, c'est la question de l'apparition de phénomènes et de catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes. C'est-à-dire que les catastrophes naturelles ont plus de chances d'apparaître et l'enjeu en fait pour les pouvoirs publics, c'est de répondre aux deux. Est-ce qu'on arrivera à court terme à répondre à la question du réchauffement climatique? Moi, je cite le même exemple. Pour répondre et pour respecter les accords de Paris, il faudrait que la France, je crois, si mes calculs sont encore exacts, fasse 66 à 90 jours de confinement par an. Donc maintenant, il faut expliquer aux Français qu'il faut faire ça pour le réchauffement climatique. Et donc, ce que ne disent pas les personnes qui disent qu'il faut faire immédiatement la question du réchauffement climatique, la question du climat de façon immédiate, c'est que ça provoque une politique dite décroissantiste. Dans le même temps, on a la question du pouvoir d'achat. Donc, est-ce qu'on arrivera à répondre à cette double question? Moi, je pense que le seul sujet, c'est la question de l'investissement à long terme. Il faut provoquer une nouvelle révolution industrielle, miser tout sur la productivité, augmenter notre PIB afin de pouvoir dégager des marges de manœuvre pour investir sur la recherche et le développement, afin qu'on trouve des énergies alternatives pour un modèle qui est viable et qui puisse être exporté dans toute l'Europe. Ça commence par le nucléaire, qui est une énergie décarbonée et fiable, donc il faut battre les Allemands sur ce plan-là, et ensuite, après, imposer de nouveaux modèles. Mais tant qu'on n'arrivera pas à mettre le paquet sur la recherche et le développement, on n'y arrivera pas. Ensuite, après, il y a une évolution des comportements des acteurs et des personnes. Mais quand on regarde depuis les accords de Kyoto, on voit notamment que l'Europe, et en particulier la France, ont respecté et ont fait baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas culpabiliser en même temps les Français en disant tout est de votre faute, notamment parce que vous avez des pays émergents qui veulent rattraper leur retard sur le plan économique, on en parlera tout à l'heure sur la question de la Chine, qui sont davantage responsables que nous. Donc on a un sujet, et je pense que notre sujet, et c'est notre nouvel horizon, on est le pays des Lumières, on est le pays qui a inventé beaucoup de choses, qui peut rayonner, etc. Et donc c'est grâce à ça que nous allons battre le réchauffement climatique, mais il ne faut pas mentir aux Français avec des discours démagogiques. Alors le pays des Lumières de Nancy Pelosi à Taïwan. Les tensions ont vocation à durer au moins jusqu'à 2049. Enfin, en tout cas, soit jusqu'à 2049. Pourquoi cette date précisément? Je vais expliquer, soit jusqu'à que la Chine récupère Taïwan. Pourquoi est-ce que 2049? En fait, le président chinois Xi Jinping, lors du congrès qu'il a instauré président à vie, a promis de mettre la Chine comme première puissance mondiale à l'horizon 2049. Il a fixé cet objectif-là comme premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est la politique de la Chine unique, donc de récupérer Taïwan. Il faut dire qu'en fait, la Chine, à la différence de l'Ukraine, pour essayer d'expliquer tout aux auditeurs, c'est que c'est différent comme situation. La Russie et l'Ukraine étaient deux pays différents, alors que dans la tête des Chinois et même dans la tête des Taïwanais, la Chine et Taïwan forment un même pays. C'est-à-dire que quand vous interrogez les Taïwanais, même s'il y a toujours des indépendantistes, ils forment un même pays. C'est ce qu'on appelle la politique de la Chine unique, dans la mesure où ils se sont séparés après la Seconde Guerre mondiale. Et sur cette question-là, en fait, les États-Unis, après la visite de Nixon et la reconnaissance de Nixon de la République populaire de Chine, avaient coupé les liens, notamment avec Taïwan. Donc là, c'est une remise en cause de leur politique. La question qui va se poser notamment, c'est quelle est la stratégie américaine? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je pense qu'ils font ça parce qu'ils ont un objectif de gagner le récit. Notamment Joe Biden après Donald Trump. Donald Trump s'était fait élire en luttant contre la politique chinoise et en promettant Make America Great Again pour faire en sorte que les États-Unis deviennent première puissance mondiale. Joe Biden, pour ne pas paraître comme faible, est obligé de poursuivre la politique de Donald Trump. Et donc il est obligé d'aller plus loin parce qu'il apparaît comme plus mou, plus modéré que Donald Trump, et donc il ira plus loin. Où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on peut poser la question de la guerre? Je pense qu'on ne peut pas l'exclure, en tout cas.